La pièce que vous allez découvrir s'intitule Le lendemain, c'est vous. Elle est inspirée des écrits de combat de Georges Bernanos et interprétée par Samir Siad, qui est comédien et qui est co-directeur du théâtre en Partance. C'est une pièce, vous allez voir, qui prend la forme d'une conférence, un genre que Bernanos considérait comme quasi théâtral et dans laquelle l'auteur nous invite à user de notre liberté de penser contre toute forme de servitude ou toute tentative de démission. Bonne représentation. Avant de commencer cette conférence, j'éprouve presque le besoin de m'excuser auprès de chacun de vous. J'aime mieux vous prévenir tout de suite, mais sans doute l'avez-vous déjà deviné, ce que vous allez entendre aujourd'hui ne mérite peut-être pas le nom de conférence, du moins au sens que l'on donne généralement à ce mot, et probablement pour cette raison que je me demande si je suis vraiment un conférencier. Peut-être vous le demanderez vous aussi tout à l'heure. J'ai l'air d'un homme de lettres parce que j'écris des livres. Mais je n'en ai que l'air, je vous assure. Je suis forcé d'écrire des livres. Mais j'aimerais 1000 fois mieux me passer des éditeurs et des libraires, m'en aller tranquillement sur les routes au hasard et parler de ce que j'aime aux gens que je rencontre, dans la première auberge venue, les coudes sur la table, en les regardant bien en face et sans chercher mes mots, n'importe. Dites-vous bien que vous n'entendez pas aujourd'hui un spécialiste de questions sociales, politiques ou religieuses, un penseur, mais un homme quelconque, de notre pays, un Français quelconque. Je doute d'être vraiment un conférencier parce que je me propose en effet de vous dire ce que vous n'êtes peut-être pas venu pour entendre. Je me demande s'il n'y aurait pas là une espèce d'abus de confiance, car je manquerais alors aux lois des genres. La conférence est un genre, en effet, un genre modeste, comme la tragédie, par exemple, ou le vaudeville. Il y a une loi des genres. La loi de la conférence, c'est de plaire. Et voilà peut-être pourquoi certains vieux conférenciers ressemblent à de vieilles coquettes. N'importe. Il y a plus d'une manière de plaire. Un conférencier réussit très bien en amusant, mais il peut aussi bien être ennuyeux avec le même succès. Bon, la conférence ennuyeuse ne plaît pas sur le moment, bien entendu. C'est une heure pénible à passer. Mais ce mauvais pas franchi, rien n'est plus facile que de dire à la sortie sur un certain ton « Vous vous êtes ennuyé, vous ?» Enfin, moi, pas du tout. Évidemment, le sujet de la conférence est un peu difficile, mais j'aime beaucoup les sujets difficiles. C'est même là une sorte d'amour-propre qu'on peut se donner aussi bien avant la conférence. Je suis sûr, par exemple, que certains d'entre vous ont dû recevoir d'amis prudents quelques recommandations dans le genre de celle-ci. Vous allez à la conférence de Bernanos. Oh, Bernanos a écrit des livres assommants et même tout à fait incompréhensibles, comme Monsieur Wynne. Oh, Monsieur Wynne. Avec ça, il n'est jamais content de rien ni de personne. Tenez, lorsque les bien-pensants
faisait des vœux pour la croisade de notre bon voisin, M. Franco. Il écrivait « Les grands cimetières sous la lune » et il se défendait pourtant d'être démocrate. Maintenant que les bien-pensants sont tous plus démocrates les uns que les autres, il se proclame toujours catholique et pas plus démocrate qu'avant. Drôle de type que ce monsieur Bernanos. Tenez encore, lorsque les camps de la mort, nuit et brouillard, étaient presque à nos portes en 1938, il les dénonçait avec indignation au risque de nous brouiller avec monsieur Hitler et de faire rater les accords de Munich. Non mais vous vous rendez compte ? Maintenant qu'on a repoussé très loin ces camps, du côté de la mer Blanche, et qu'on a traduit Nacht und Nebel en russe, il n'est toujours pas content au risque de nous brouiller avec monsieur le maréchal Staline. Et qu'est-ce que vous avez répondu ? Eh bien, je vais essayer de le deviner. Vous avez répondu, par exemple, « Ma chère amie, je n'ai aucune sympathie particulière pour monsieur Bernanos, mais j'irai tout de même le voir, ne serait-ce que pour voir la tête qu'il a. » Eh bien, vous l'avez vu ? Je pense même que vous m'aurez épargné la réflexion fatidique, hélas presque fatale. Je l'aurais cru mieux que ça. Les conférenciers sont souvent des hommes charmants. Du moins, je le suppose, car j'assiste rarement aux conférences. C'est bien assez d'écouter les miennes. Les conférenciers sont des hommes charmants, mais pas seulement. Ce sont des charmeurs. Comme on dit, des charmeurs de serpents. Seulement, ce ne sont pas des serpents qu'ils charment, ce sont des idées. Ils s'assoient à une table comme celle-ci, dans l'attitude la plus agréable possible, tirent leur petite flûte, se mettent à souffler dedans, et les idées sortent une à une, comme les serpents du sac de cuir du charmeur. Quand la petite flûte se tait, les idées rentrent sagement dans la boîte, car ce sont toujours des idées bien dressées, incapables de nuire à personne. Mais moi, je ne suis pas maître des idées que je présente. Ce sont elles qui me commandent. C'est moi qui suis à leur service et non pas elles aux miens. J'ajoute que je ne les crois nullement inoffensives. Elles vous blesseront peut-être. Mais dites-vous alors qu'elles m'ont blessé avant vous, que je n'ai jamais su jouer avec elles. On ne joue pas plus avec la vérité qu'avec le feu. Et quelques précautions que l'on prenne, l'honneur de celui qui la serre est d'en sentir la morsure, tôt ou tard. Il me semble que je n'ai pas trop souvent refusé mon témoignage à la vérité, grâce à Dieu, mais je ne me vanterai nullement de l'avoir fait toujours de plein gré. J'aurais préféré faire autre chose de plus facile, et par exemple, j'aimerais mieux vous parler cet après-midi de sujets plus agréables. J'aimerais vous laisser tout à l'heure sur une impression de détente heureuse. J'aimerais vous faire sourire et même vous faire rire. N'importe. Pardonnez-moi l'effort que je vais vous demander. Il aurait été plus habile de vous l'imposer sans vous le dire, mais je ne suis pas non plus un homme habile. Je suis, comme vous le savez, un romancier qui a cessé d'écrire des romans, c'est-à-dire de faire ce qu'il aimait par-dessus tout pour essayer de dire ce que d'autres auraient probablement mieux dit à sa place s'ils avaient le courage de le dire, mais ils préfèrent devenir ministre ou académicien, que sais-je, ou même archevêque. À partir de ce moment-là, ils deviennent optimistes. Je ne tiens absolument pas à être ministre ou académicien. Je ne surprendrai sûrement pas certains d'entre vous en révélant que j'ai déjà refusé l'académie, mais ils seront sans doute beaucoup plus étonnés d'apprendre
qu'on a voulu me faire ministre, car tout de même je n'ai pas une tête à ça. Pour archevêque, je ne peux pas dire, on ne me l'a jamais demandé. Faute d'être optimiste, il y a beaucoup de gens qui me traitent de pessimiste. Mais depuis 1930, c'est-à-dire depuis que j'écrivais La grande peur des bien-pensants, ce n'est pas moi. Ce sont les événements qu'on devrait accuser de pessimistes, car ils ont toujours été pires que je les avais annoncés. N'importe. Le mot de pessimisme n'a pas plus de sens à mes yeux que le mot d'optimisme qu'on lui oppose généralement. Ces deux mots sont presque aussi vidés par l'usage que celui de démocratie, par exemple, qui sert maintenant à tous et à tout le monde. Le pessimiste et l'optimiste s'accordent à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. L'optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste un imbécile malheureux. Oh oui, je sais bien. Il y en a certainement parmi vous qui confondent l'espoir et l'optimisme. L'optimisme est un ersatz de l'espérance dont la propagande officielle se réserve le monopole. Il approuve tout, il subit tout, il croit tout. C'est la vertu par excellence du contribuable. Lorsque le fisc l'a dépouillé même de sa dernière chemise, le contribuable optimiste s'abonne à une revue nudiste et déclare qu'il se promène ainsi par hygiène, qu'il ne s'est jamais mieux porté. L'optimisme est un ersatz de l'espérance qu'on peut rencontrer facilement partout, et même tenir par exemple au fond de la bouteille. Mais l'espérance se conquiert. On va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité au prix de grands efforts et d'une longue patience, pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. L'optimisme ne saurait suffire à tout. Lorsque vous parlez de courage optimiste, par exemple, vous n'ignorez pas le sens exact de cette expression d'entre-langues, et qu'un courage optimiste ne saurait convenir qu'à des difficultés moyennes. Au lieu que si vous pensez à des circonstances capitales, l'expression qui vient naturellement à vos lèvres est celle de courage désespéré, d'énergie désespérée. Je dis que c'est précisément cette forme d'énergie et de courage que le monde attend de nous. Il nous faut ce courage pour agir. Il nous le faut aussi pour penser. Le simple exercice de la pensée devient en effet chaque jour de plus en plus difficile. Car le monde dans lequel nous vivons nous impose de penser par masse grâce à l'énorme développement de cette propagande, en face de laquelle la pensée libre se trouve dans une situation analogue à celle du plus modeste artisan devant l'industrie. Oui, le temps va venir, si l'on y prend garde, où la prétention d'un homme
à penser librement paraîtra non moins absurde que nous paraîtrait l'illusion d'un brave mécanicien s'efforçant de fabriquer des automobiles à la main dans le but de concurrencer les usines de M. Ford. Et d'ailleurs pour la même raison. Car la pensée libre coûte très cher. Et en certains pays, elle est même hors de prix. Elle coûte la vie. Cette double mainmise de la collectivité sur le travail libre et la pensée libre est un phénomène aujourd'hui universel. Nous ne sommes donc pas en présence d'une crise sociale ou politique, mais d'une crise de civilisation. Cette expression peut avoir deux sens. Sommes-nous en présence d'une civilisation nouvelle en crise de croissance, ou s'agit-il d'une crise de la civilisation humaine, c'est-à-dire d'une véritable maladie de la civilisation? De ces deux hypothèses, les imbéciles sont unanimes à choisir la première. Je ne dis pas que tous ceux qui la choisissent sont imbéciles, je dis que tous les imbéciles la choisissent. Il y a une nuance. Les imbéciles la choisissent parce qu'elle est la plus facile, je veux dire la plus paresseuse. Puisqu'il est entendu qu'on ne peut pas remonter le courant, chacun retire sa culotte et se laisse aller au fil de l'eau. Je ne suis pas homme à me laisser porter au fil de l'eau. Je crois que les civilisations sont faites pour les hommes, et non pas les hommes pour les civilisations. Encore dois-je m'excuser d'employer ici le mot de civilisation faute d'un autre, car il me paraît d'une signification beaucoup trop vaste, trop universelle pour désigner une expérience dont on n'ose pas encore dire qu'elle est manquée, parce que son échec total signifierait la catastrophe sans retour. C'est bien une expérience, en effet. Le mot de civilisation est un mot qui, depuis des millénaires, est toujours apparu comme un mot rassurant. On imagine volontiers une civilisation comme un foyer, un asile, un refuge. La prétendue civilisation dans laquelle nous vivons ne prétend pas être un refuge pour l'homme. Elle risque l'homme. Elle se sert de lui comme un enjeu. Oui, dans le monde moderne, et face à toutes les emprises de l'économie, qu'est-ce qui peut bien rester de l'homme? L'homme n'est plus face à l'économie. Son autonomie est en train de disparaître. Il est englobé corps et âme dans l'économie. C'est bien. Ce mot d'homme économique crée tout de suite un malentendu. On pense malgré soi à un brave type économe qui met ses sous dans un bas de laine. Mais l'homme dont je parle n'est pas précisément économe. Il n'est pas plus prodigue que lui. Il est capable de dissiper des richesses immenses, un nombre incalculable de vies humaines. Il ne demande qu'à continuer. Oui. L'histoire dira tôt ou tard, s'il reste encore un être pensant à ce moment-là pour écrire l'histoire, que la machinerie a moins transformé la planète que le maître de la planète
L'homme a fait la machine, et la machine s'est faite homme par une espèce d'inversion démoniaque du mystère de l'incarnation. Ce qui m'épouvante, Dieu veuille que je vous fasse partager mon épouvante. Ce n'est pas que le monde moderne détruise tout, c'est qu'il ne s'enrichisse nullement de ce qu'il détruit. En détruisant, il se consomme. Cette civilisation est une civilisation de consommation qui durera aussi longtemps qu'il y aura quelque chose à consommer. Son unique loi paraît être la production, et même la production à outrance, la production sans mesure. Mais cette production monstrueuse, ce gigantisme de la production est précisément le signe du désordre auquel elle ne peut manquer de succomber. En détruisant, elle se consomme. En produisant, elle se détruit. La civilisation mécanique et concentrationnaire produit des marchandises et dévore les hommes. On ne saurait fixer de limite à la production des marchandises. La civilisation mécanique ne s'arrêtera de produire des marchandises que dans le moment qu'elle aura dévoré les hommes. Elle les aura dévorés dans les guerres en masses énormes et par monceaux, mais elle les aura également dévorés un par un. Elle les aura vidés un par un de leur moelle, de leur âme, de la substance spirituelle qui les faisait hommes. Oui, je vois se construire un monde où ce n'est pas assez dire, hélas, que l'homme n'y pourra vivre. Il y pourra vivre, mais à la condition d'être de moins en moins homme. Une telle civilisation ne mérite même pas le nom de contre-civilisation. C'est une maladie de la civilisation générale. Lui refuser le nom de civilisation serait d'ailleurs absurde. Un médecin ne refuse pas le nom de foie à un foie diabétique. Le foie du diabétique est toujours un foie, mais le diabétique peut très bien mourir de son foie. L'excès de sucre est une conséquence de la maladie fonctionnelle du foie. L'excès de machinisme concentrationnaire et totalitaire, avec tous les maux qu'il engendre, est une conséquence de cette maladie fonctionnelle, de la civilisation humaine. Et ce n'est pas de ma faute si on prétend donner à ce diabète mécanique le nom même de civilisation, c'est-à-dire le nom même de ce qu'il est en train de détruire. L'humanité tout entière est malade. C'est l'humanité qu'il faut guérir. L'humanité est menacée de périr et les docteurs semblent ne s'intéresser à son agonie que pour en tirer des arguments favorables à leur thèse. Ils remontrent, ils condamnent, ils prescrivent. Il ferait beaucoup mieux d'aimer. Car la solution n'est pas de mettre l'humanité à l'école. Il faut premièrement la guérir. Mais on reste fidèle à de vieilles méthodes de collège qui ne distinguent pas entre le malade et le cancre, traitent la maladie par des pensums. L'homme moderne n'est pas un élève paresseux qui joue avec les machines au lieu d'apprendre ses leçons. Les machines le distraient. Apprendre ce mot devenu banal, non dans son acception ordinaire, mais dans son sens exact, elle l'arrache à lui-même et à ses angoisses. Il est sans doute permis de se demander comment une machine à laver la vaisselle, par exemple, est capable d'arracher l'homme à ses angoisses. Il semble même que toutes ces mécaniques ingénieuses n'ont d'autre but que de faire gagner du temps. Que loin d'arracher l'homme à ses angoisses, elle lui laisse plus de temps pour en remâcher l'amertume. Cela n'est malheureusement vrai qu'en apparence.
L'homme moderne profite rarement de ses loisirs. La besogne faite, il se contente de changer de machine. Il va précipitamment de machine en machine, ainsi qu'un joueur de jazz band. Le moins qu'il exige de ces mécaniques ingénieuses, c'est de rompre brutalement le rythme humain du travail, de l'accélérer à tel point que les images redoutables ne puissent pas plus se former dans sa pensée que ne se forment les cristaux de gel dans une eau brisée par l'écueil. Il ne s'agit d'ailleurs ici que des machines utilitaires, celles qu'il a le plus aimées, pour lesquelles il ne cesse d'épuiser toutes les ressources de son génie inventif et dont le perfectionnement absorbe sans doute les 4/5 de l'effort industriel humain, sont précisément celles qui correspondent, s'ajustent pour ainsi dire exactement au réflexe naturel de défense d'un angoissé. Le mouvement qui grise, la lumière qui réconforte, les voix qui rassurent. À y bien réfléchir, la situation présente de notre civilisation n'est pas très différente de celle du XIe siècle. Oh, je voudrais tant qu'un tel rapprochement ne passe pas pour un jeu de l'esprit à vos yeux. Si peu d'années nous séparent de ces temps heureux où l'invention du ballon dirigeable, de l'automobile et de l'avion annonçait l'abolition des guerres. Celle des vaccins et des sérums, la suppression des maladies. Nous étions alors si contents de nous, si naïvement sûrs d'épater le passé. Nous aurions été si fiers de promener Ramsès II, Alexandre le Grand, César, Mahomet, Charles Quint et Louis XIV à travers l'exposition universelle de 1900, ainsi que des parents de province. Et c'est vrai, pourtant, qu'à y bien réfléchir, nous sommes aujourd'hui beaucoup plus près d'un homme de l'an 1000 que d'un contemporain de Napoléon III. Notre angoisse ressemble à la sienne, parce qu'elle a le même caractère indéfini. Nous nous demandons comme lui, où allons-nous? Parce que nous sentons bien, comme lui, que nous assistons à la fin d'un monde sans rien savoir au juste de celui qui le remplacera, s'il doit du moins un jour être remplacé. Il y a, contre cette civilisation dans tout l'univers, un immense mouvement de méfiance et comme de stupeur. D'où vient-elle ? Où va-t-elle? Où nous mène-t-elle? Des millions et des millions d'hommes se demandent avec angoisse quel sera demain le sort d'une civilisation mécanique qui, de mécanique en mécanique, a abouti à l'invention ahurissante d'une mécanique à détruire toutes les mécaniques, d'une civilisation qui se dit une civilisation de masse et qui possède avec la bombe atomique le plus formidable moyen de destruction des masses que l'esprit humain ait jamais osé rêver. Cette civilisation de la matière, envahie par la matière, comme un adipeux est envahi par la graisse, si du moins on veut bien me permettre de continuer mes comparaisons médicales, au risque de me faire dénoncer pour exercice illégal de la médecine par les médecins, fait de l'homme un animal industrieux, soumis au déterminisme des lois économiques, soumis au déterminisme des lois économiques. Cela vous a tout de suite un petit air philosophique et rébarbatif qui décourage l'attention. Le sens de cette formule est pourtant très simple. L'homme, comme un autre animal, ne vit que pour son bien-être. Il n'y a rien pour lui qui soit plus précieux que la vie, et rien dans la vie qui soit plus précieux que la jouissance. Ce n'est que trop souvent vrai, soit. Mais si ce n'est pas vrai une fois sur 100, ou sur 100 000, ou sur 1 million, cela suffirait pour prouver que l'homme est un être
capable de se dépasser lui-même. Et dès lors, notre monde capitaliste et matérialiste ne peut plus être qu'une expérience faussée, puisqu'il part d'une fausse définition de l'homme, où l'expérience échouera, où elle avilira l'homme au point nécessaire pour qu'elle puisse se poursuivre coûte que coûte. Il s'agit donc de savoir qui l'emportera, de la technique ou de l'homme, de la technique ou de la raison. Ah oui, je sais bien. Il y en a certainement parmi vous qui ne conçoivent pas très bien cette opposition entre la technique et la raison. Du moins se disent-ils que la raison l'emportera toujours sur les techniques, si perfectionnées qu'elles soient. Bien sûr, la raison finira toujours par avoir raison. La technique ne peut rien contre la raison, mais elle peut beaucoup, par exemple, contre l'humanité raisonnable. Elle peut détruire la raison humaine en anéantissant l'humanité raisonnable au cours d'une expérience malheureuse, par quelque accident colossal. Ne sommes-nous pas déjà risqué l'explosion de la planète ou l'empoisonnement de l'atmosphère par des radiations mortelles? Mais ce péril n'est pas le pire. La technique peut exterminer l'humanité, elle peut aussi la dégrader, au point qu'elle ne mérite plus le nom de raisonnable. Oui. Un jour viendra, si l'on y prend garde, où les méthodes actuelles de la propagande, par exemple, paraîtront ridiculement désuètes, inefficaces. La biologie permettra d'agir directement sur les cerveaux. La technique disposera corps et âme des hommes, comme le technicien de l'élevage des lapins dispose des lapins dans son clapier. La technique peut exterminer l'humanité. Elle peut aussi la dégrader au point qu'elle ne mérite plus le nom de raisonnable. Les imbéciles trouvent ce monde raisonnable parce qu'il est savant, alors que la vie nous démontre tous les jours qu'il est des savants parfaitement déraisonnables, que la science ne confère nécessairement ni le bon sens, ni la vertu. Ce que je viens de dire pourrait s'interpréter comme une condamnation de la science et des savants. Je voudrais m'expliquer là-dessus. Je ne désespère pas de la science et des savants. Ce n'est pas la science et les savants qui ont accéléré jusqu'à l'absurde l'évolution technique et mécanique de notre civilisation, mais la convoitise déchaînée à travers le monde par des formes nouvelles et inattendues de la spéculation. Oui. On oublie toujours, on veut toujours oublier que l'envahissement de la civilisation par les machines a été un phénomène inattendu. C'est la spéculation qui a imposé les machines. La spéculation s'est tout à coup trouvée en possession de cet instrument formidable dont elle comprenait à peine la puissance. Les civilisations d'autrefois s'étaient formées peu à peu, au cours des siècles, par l'effort plus ou moins conscient de tous les hommes. Celle-ci s'est comme imposée du dehors. Et elle possède des moyens chaque jour plus puissants pour se maintenir contre la volonté même des hommes, car elle est capable, ou elle sera capable demain, d'agir sur cette volonté, de la dominer, de la diriger à son gré. Le spéculateur se fait une certaine idée de l'homme. Il ne voit en lui qu'un client à satisfaire, des mains à occuper, un ventre à remplir, un cerveau où imprimer certaines images favorables à la vente des produits. La spéculation disposait des machines. Grâce aux machines, elle disposait de la puissance. Elle a ainsi, en un temps fabuleusement court, par le seul miracle de la technique, de toutes les techniques, y compris celle qui permet non pas seulement de contrôler l'opinion universelle, mais de la faire créer une civilisation
à l'image d'un homme prodigieusement diminué, amoindri, fait à l'image du spéculateur, c'est-à-dire d'un homme réduit au double état également misérable de consommateur et de contribuable. Le spéculateur se fait une certaine idée de l'homme. Ce n'est pas la science qui a fondé le monde moderne, mais la spéculation. Et le monde moderne n'est pas le monde moderne tout court, ce qui suffirait à le justifier, mais seulement le monde actuel, c'est-à-dire un monde moderne parmi beaucoup d'autres qui auraient pu être si la science n'avait pas rompu avec la conscience et servi indifféremment n'importe quel maître. Certes, il est vrai qu'aucune force n'est capable d'arrêter ou même de ralentir le mouvement de l'esprit humain, mais l'esprit humain ne se meut pas forcément dans le même sens et dans le même but. L'esprit humain se meut à la fois dans plusieurs sens. Si la science n'avait pas fait ces énormes bonds en avant sous le fouet de toutes les convoitises, qui ne brûlaient que de s'en servir, la découverte de la fission atomique du plutonium, par exemple, se serait certainement produite beaucoup plus tard, n'aurait pas surpris l'humanité en pleine crise de nihilisme moral qui la rend capable de n'importe quelle folie, et d'abord de se détruire elle-même. Si les Égyptiens et les Grecs avaient été guidés dans leurs travaux par une conception de l'homme et de la vie semblable, ou seulement comparable à la nôtre, nous n'aurions sans doute jamais connu les dialogues de Platon, et la catastrophe planétaire qui nous menace se serait peut-être produite depuis longtemps. Si l'histoire de ce monde prenait fin aujourd'hui, après ma conférence, bien entendu, par quelque accident nucléaire, elle finirait comme une mauvaise pièce de théâtre, une pièce bâclée, ou pire encore, une pièce si mauvaise que le public envahit la scène, assomme les acteurs et fiche le feu au théâtre. Encore une telle comparaison exprime mal l'absurdité profonde, substantielle des événements qui menacent, ce qui fait dire à plus d'un petit cancre, non sans une naïve fierté, qu'ils sont à l'échelle de la planète. Ils seront peut-être même demain à l'échelle de notre système solaire tout entier, si la désintégration en chaîne fait, par exemple, de la Terre et de la Lune un nouveau soleil capable de modifier les conditions de vie sur les planètes voisines. Ces événements sont formidables. Mais leur importance réelle, leur importance au regard de l'esprit n'est nullement en rapport avec leur masse. Rien ne saurait faire, par exemple, qu'un accident nucléaire ne remplisse à merveille toutes les conditions d'une farce. Qu'elle tourne assez mal pour anéantir notre espèce tout entière ne lui retirerait en rien de sa force comique. Ce serait une histoire de gribouille. Nos histoires sont des histoires de gribouille. N'écrivait-on pas l'autre jour dans une des revues les plus sérieuses d'Europe que le gouvernement des États-Unis faisait exploser ça et là quelques bombes au plutonium dans l'unique but de mettre au point d'ingénieux procédés de détection capables de leur renseigner à l'avenir sur les travaux de désintégration poursuivis le plus secrètement possible dans tous les laboratoires possibles. Comme je le disais tout à l'heure, le mot de civilisation évoquait jadis celui de sécurité. On imagine assez bien l'espèce de sécurité d'une civilisation
forcée d'entretenir contre elle-même, à frais immenses et au prix de ce qui lui reste de liberté, ce prodigieux réseau d'espionnage afin d'être au moins prévenu 5 minutes à l'avance de son anéantissement total. Mesdames, Messieurs, l'humanité est visiblement obsédée par des images de mort. L'humanité a peur d'elle-même, peur de son ombre, peur de ses mains posées sur la table, peur du tiroir entrouvert où brille doucement le canon bien huilé du Browning. Quand l'humanité restreint peu à peu volontairement et comme inexorablement sa part héréditaire de liberté, en assurant qu'elle fait ce sacrifice à son bonheur futur, ne la croyez pas un instant. Elle sacrifie sa liberté à la peur qu'elle a d'elle-même. Je voudrais finir sur une pensée qui n'a cessé de m'accompagner tout au long de cette causerie, ainsi que le fil du tisserand qui court sous la trame. L'homme moderne ne demande au fond qu'un prétexte à renier une liberté dont il ne veut plus courir le risque. Car la liberté est un risque, elle est même le plus magnifique des risques, le risque absolu. Mais le monde ne veut plus courir ce risque. Il ne souhaite que la sécurité. Il est d'avance prêt à payer cette sécurité à n'importe quel prix. Il est dupe de tous ceux qui le lui promettent. Il accepte aveuglément n'importe quel programme qui prétend la lui assurer. Le grand malheur, l'unique malheur de notre société moderne, c'est qu'elle s'organise visiblement pour se passer d'espérance, comme d'amour. Elle prétend y suppléer par la technique. Elle attend que ses économistes et ses législateurs lui apportent la double formule d'une sécurité sans liberté, d'une justice sans amour. L'amour, voilà le mot qui conclut. L'homme libre seul peut aimer. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Cette vérité si simple n'a cessé de veiller dans mon cœur ainsi qu'une petite flamme secouée dans la nuit par le vent. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. On me dit que l'homme n'est pas libre, mais qui me le prouve ? Et si le monde demande qui me prouve le contraire, je répondrai à mon tour, puisque tout ceci doit se résoudre en fin de compte par un pari, eh bien je parie pour l'homme. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. On vous dit la liberté ne peut pas mourir. Elle peut mourir dans le cœur des hommes. Le sort de la liberté est lié au sort de l'homme libre. La liberté est l'homme libre. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Notre civilisation s'est fondée sur une certaine définition de l'homme commune à tous nos penseurs, croyants ou non croyants, celle de l'homme libre. En parlant ainsi, je reste fidèle avec Pascal et avec Montaigne et avec Jean-Jacques Rousseau. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres.
C'est cette liberté de l'homme qui donne à la personne humaine son caractère sacré. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Il faut faire un monde pour les hommes libres. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. J'aurais bien vous laisser continuer à applaudir. Vous savez, un comédien aime beaucoup être applaudi, mais je crois que l'après-midi va être longue, donc je ne voudrais pas trop abuser de votre temps. Simplement, rajouter quelques paroles pour d'abord remercier très chaleureusement l'AES, sa présidente, Madame Guillaume. Merci beaucoup. Également Bernard Vivier, qui a eu l'initiative de nous faire venir. Alors, nous sommes basés dans la Manche, du côté de Granville, donc on a quelques liens de spectateurs et de connaissances, et je dirais presque de terroir. Donc, merci beaucoup à Bernard Vivier. Et puis, vous dire simplement que ce spectacle que vous avez découvert en partie, parce qu'on l'a créé au trimestre dernier, au printemps dernier, veux-je dire, à Versailles, au Théâtre Montansier, et plus long. Vous savez, Bernanos, il prend le temps de parler. Donc là, on l'a en quelque sorte formaté pour qu'il tienne en 45 minutes. Et ce spectacle, c'est très important, a été mis en scène par Valérie Aubert. Je n'ai pas été tout seul à faire ce spectacle. Et donc, Valérie Aubert s'est occupée de la mise en scène. Et Cédric Altadil, qui m'accompagnait aujourd'hui, s'est occupé de la musique, de la lumière. Merci beaucoup à eux. Bon après-midi. Merci.